Bonjour tout le monde, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast MVDT et aujourd'hui je voudrais vous parler du silence, ouais, du pouvoir du silence. Comment pratiquer le silence? Pourquoi c'est important de pratiquer le silence? À quoi ça sert? Comment on s'en sert? Autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Alors, maman, si tu m'écoutes pour la première fois, je suis Luis, amoureuse de Christ, maman de 3 enfants, pas très silencieuse, mais aujourd'hui, je te parle du pouvoir du silence. Donc, nous sommes encore dans la série de la maman maestro. Et la maman maestro, c'est une maman qui utilise certains outils pour harmoniser sa vie. Et le silence en fait partie. Le silence, c'est une arme. C'est un outil qui a beaucoup de pouvoir. Le pouvoir du silence, nous pouvons en connaître l'impact dans l'éducation de nos enfants, dans nos relations conjugales, mais également dans nos relations de tous les jours, au travail, avec les amis, dans nos relations sociales tout simplement. Donc, à quoi nous sert le silence dans l'éducation des enfants par exemple? Premièrement, le silence va favoriser la réflexion. Le silence va permettre à tes enfants, maman, de réfléchir à leurs actions et de comprendre aussi leurs conséquences. Et le silence va leur permettre de développer une intelligence émotionnelle et va leur permettre de prendre conscience de leurs émotions et de développer également leurs compétences sociales et émotionnelles. Donc c'est important de pratiquer le silence, on verra comment plus tard avec nos enfants, et aussi de les encourager parfois également à garder le silence. Le silence permet d'encourager l'autonomie. Il permet aux enfants de résoudre certains problèmes par eux-mêmes. Plutôt que nous, parents, nous soyons toujours là à leur donner la solution tout de suite, c'est important que nous les permettions eux-mêmes d'être autonomes et d'entrer dans des réflexions sur eux-mêmes, sur leur environnement, et ça va encourager leur autonomie. Donc maintenant, on peut également utiliser les réflexions dans nos autres relations, que ce soit nos relations conjugales, ou nos relations professionnelles et autres. Par exemple, lorsqu'on pratique l'écoute active, dans l'écoute active, le silence est utilisé pour écouter attentivement son partenaire sans interruption et sans jugement. Voilà, si c'est votre époux ou un collègue ou une amie, le fait que vous l'écoutiez tranquillement, que vous preniez le temps, ça donne aussi l'impression à l'autre que vous lui accordez de l'importance, et cela vous permet ensuite de rebondir sur des questions parce que ça vous donne également le temps d'intérioriser, d'analyser les informations que vous recevez de l'autre personne et ensuite de pouvoir poser les bonnes questions. Poser les bonnes questions, c'est essentiel, n'est-ce pas? Le silence vous permet également de gérer les conflits. Parfois, une pause silencieuse lors d'un désaccord peut vous éviter des mots blessants. On dit souvent de tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. C'est de dire garder le silence nous permet de réfléchir. Est-ce que réellement ça vaut le coup que je réponde à cette attaque? Est-ce que cela vaut le coup que j'entre dans une dispute ou dans une discussion avec telle ou telle personne? Est-ce que ce sera quelque chose de stérile ou est-ce que ce sera quelque chose de bon? Voilà, donc parfois il faut se taire, comme nous dit la Bible dans le Proverbe 15, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Donc parfois, pour éviter des antagonismes, pour éviter des frictions avec certaines personnes, la pratique du silence est importante. Et également l'introspection,
Le silence, ça peut nous aider lorsque nous sommes dans une discussion de groupe. Ça peut nous aider à réfléchir sur nos propres émotions, nos propres comportements et favoriser une croissance. La Bible nous dit d'ailleurs dans le psaume 4.4, méditez dans vos cœurs et soyez calmes. Donc le pouvoir du silence dans l'éducation et dans toutes nos relations sociales est indiscutable et nous allons voir de manière un peu plus pratique comment appliquer ou comment utiliser le silence dans notre vie de tous les jours. Donc, maman, les femmes, on a la réputation de beaucoup parler, la preuve, je suis là, je parle beaucoup. Mais bon, soyons sérieuses. Donc en fait, pourquoi le silence est important ? Dans l'éducation de nos enfants, nous devons les responsabiliser. Et garder le silence, ça ne veut pas dire forcément se taire et ne rien dire à jamais. Ça veut dire aussi donner ou déléguer le pouvoir de trouver une solution. Voilà, donc quand j'ai parlé tout à l'heure de favoriser la réflexion chez nos enfants, imaginez que votre enfant revienne à la maison après avoir eu un problème à l'école, quel que soit le problème. Au lieu de sursauter tout de suite ou de sauter sur lui et de lui dire « Voilà, je savais, tu es comme ça, X, Y, Z » et de parler, de sortir toute une diatribe verbale en condamnant votre enfant, au lieu de le réprimander immédiatement, vous pourriez pratiquer le silence en écoutant d'abord leur récit complet. Donc, tu demandes d'abord à ton enfant « Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi tout. » Et on pose ensuite les questions. Comment te sens-tu par rapport à cela? Et cela va amener l'enfant à réfléchir sur ses émotions, ses actions, et cela peut également nous aider en posant des questions et en écoutant toute l'histoire à avoir une meilleure compréhension de la situation. C'est aussi simple que cela. J'espère qu'on se comprend. Hein? Pourquoi maintenant, comment utiliser le silence pour encourager l'autonomie? Lorsque votre enfant est confronté, admettons, à un dilemme, je voudrais pratiquer 2 activités proposées par l'école, mais ces 2 activités sont le même jour à la même heure. Donc, je dois choisir l'une des 2. Mais je voudrais faire l'une des 2, mais je ne sais pas laquelle prendre parce que les 2 m'intéressent de manière égale. Voilà. Donc, plutôt que de dire tout de suite « Oh, bah écoute, moi je t'inscris à cette activité-là, à l'activité X par exemple, tant pis, c'est moi qui décide. » Ou non « Oh, te prends pas la tête, c'est bon, peu importe, on va prendre l'activité Y. » Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que de faire cela, demandez à votre enfant quelles options tu envisages. Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir? Ou lui donner la technique, par exemple, assieds-toi, mets les raisons pour lesquelles tu ferais plus telle activité plutôt que l'autre activité et tu verras celle vers laquelle ton cœur balance le plus. Tout simplement, donner ce genre de pouvoir là à l'enfant pour que l'enfant apprenne à faire ses propres choix. On ne peut pas donner aux enfants beaucoup de pouvoir. Par exemple, c'est nous qui choisissons leurs écoles, c'est nous qui choisissons pour eux dans beaucoup de domaines, mais on peut leur donner, leur apprendre l'autonomie en leur demandant de choisir, en leur laissant la liberté de faire des choix, par exemple pour des activités, des petits clubs après l'école, laisser faire le choix. Ça peut être choisir des vêtements, et si vraiment leur choix ne nous convient pas, essayez quand même d'en discuter et de donner les bons arguments et les bonnes explications qui vont faire qu'ils vont nous comprendre. Donc, pour toutes nos autres relations, pardon, j'ai touché mon micro, ça arrive souvent. Donc, toutes les autres relations également, c'est important. Avec votre conjoint, par exemple, il rentre d'une journée difficile et plutôt que... il rentre d'une journée difficile, il vous raconte ses problèmes et vous n'êtes pas obligé de faire
la femme qui sait tout de suite, oh bah t'as qu'à faire ça, t'as qu'à faire ça. Non. Par rapport à ce qu'il vous a raconté, prenez le temps d'écouter attentivement. Et de votre silence va découler ensuite des questions. Et si vous n'avez pas des questions pour rebondir, mais sachez que parfois, après cela dépend des relations que vous avez avec votre époux et sa manière de fonctionner, mais il y a certaines personnes en réalité qui vous racontent leurs problèmes dans le but de vous demander de l'aide. Donc tu peux demander à ton mari, maman, comment puis-je t'aider? Et de quoi as-tu besoin en ce moment? Ça va montrer que tu es présente pour le soutenir et ça va également aussi renforcer votre compréhension mutuelle. Et on peut également utiliser le silence dans la gestion des conflits. Lors d'une dispute, au lieu de répondre avec colère, notamment avec son époux, il vaut mieux pratiquer le silence pour calmer les émotions. Dans un couple, s'il n'y en a pas un qui stoppe, qui choisit de se taire et d'arrêter, les disputes peuvent continuer des jours et des jours et des jours. Et ce n'est pas ce que la Bible nous conseille. D'accord? Donc, maman, tu peux être celle qui est garante de la paix dans ton foyer en choisissant de garder le silence. Et ensuite seulement, tu pourras poser des questions telles que: peux-tu m'expliquer pourquoi tu ressens telle chose? Ou qu'est-ce qui te ferait sentir mieux dans cette situation? Concrètement, qu'est-ce que tu me reproches que je pourrais changer, par exemple? Voilà. Donc, pas forcément que vous êtes la personne dans le tort. Hein. Là, je donne des exemples, mais garder le silence vous permet de mieux rebondir. Et peut-être même que c'est l'autre personne qui reviendra avant vous demander des excuses. Voilà. Donc, on pourrait continuer encore avec plusieurs exemples par rapport au silence, mais le silence est super important. Notamment, imaginez que vous êtes en groupe avec vos amis et que vous avez une conversation. Est-ce que c'est toujours nécessaire que vous parliez la première? Que vous soyez la première à donner votre avis et que vous essayez de monopoliser la parole? Non, ce n'est pas toujours le cas. Maintenant, bien sûr, il y a des avantages, que ce soit dans une conversation ou que ce soit lors d'une conférence, admettons qu'il y a beaucoup d'intervenants, c'est toujours super, bien vu, d'intervenir en premier. Pourquoi? Parce que la personne qui intervient en premier, elle établit d'abord le cadre. C'est elle qui va un peu donner le ton ou la direction du reste de la discussion. En parlant en premier, la première personne, eh bien, elle a l'opportunité d'établir donc le cadre, elle introduit déjà le sujet et ça peut être avantageux si le sujet est complexe et nécessite une mise en contexte. Donc, elle va peut-être passer pour l'experte puisqu'elle va mettre en contexte déjà le sujet. Ensuite, elle a peut-être une plus forte chance de marquer les esprits parce que les premiers discours sont souvent ceux qui restent le plus en mémoire pour les auditeurs et surtout lorsqu'ils sont présentés, lorsque ce sont des sujets assez, anodins, des sujets qui ne sont pas banals, on va dire. Et ça marque souvent les esprits, surtout quand c'est un sujet vraiment que les personnes qui écoutent découvrent. Ça marque les esprits. Voilà. Ça permet aussi d'éviter la comparaison directe. Donc, si tu parles en premier, maman, on va moins te comparer à d'autres personnes puisque jusqu'ici, ils n'ont entendu personne. Alors que celui qui viendra après toi, on va peut-être le comparer à toi. Voilà. Donc, parler en premier, c'est aussi risqué parce qu'il faut limite faire un sans faute. Hein. Il faut bien introduire. Il ne faut pas mal diriger la conversation. Mais si tu parles en dernier, par exemple, c'est que tu as gardé le silence.
Donc, admettons autour, que ce soit pour une conférence ou autour d'une conversation, tu as gardé le silence pendant tout ce temps-là. Et pour le coup, lorsque tu vas venir, tu vas pouvoir faire une synthèse de ce qu'ont dit tous les premiers orateurs. Tu vas pouvoir synthétiser leurs points clés, ce qu'ils ont abordé, et l'auditoire, déjà, les gens qui t'écoutent, ils vont comprendre en fait peut-être des points que eux n'avaient pas compris de ce que les autres ont dit. Tu vas déjà les remettre en lumière et leur donner une certaine cohérence. Donc c'est aussi un rôle important. Ensuite, tu vas aussi avoir l'opportunité de laisser une impression durable. Parce que si tu clôtures une conférence, maman, par exemple, de manière mémorable, tu apportes des idées originales et des conclusions plus fortes. Parce que tu auras écouté tous tes interlocuteurs, c'est pour ça que c'est important d'écouter les interlocuteurs, c'est que tu vas relever toutes les failles dans leur raisonnement et tu vas venir les combler toi dans ta conclusion. Tu vas venir les compléter toi dans ta conclusion où tu vas venir donner pas des contre-vérités, mais tu vas les présenter comme des valeurs ajoutées voilà, à leur raisonnement. Tu comprends ? Et aussi, tu peux créer un débat, tu peux rebondir sur des questions et aussi répondre à des questions que tu t'es posées en écoutant les autres parce que les personnes également qui ont écouté ont sûrement eu les mêmes questions. Donc, en fin de compte, cela dépend de beaucoup de choses, mais c'est juste pour dire que choisir de ne pas parler tout de suite à ses avantages. Et il y a différents types de silence qu'il faut pratiquer, maman. Donc, tu as, par exemple, le silence réfléchi, qui va être le type de silence où tu marques une pause délibérée dans ta parole pour permettre la réflexion. Cela te permet de prendre du recul, d'analyser une situation, de choisir tes mots avec soin et ça favorise également une communication plus claire et réfléchie. Et surtout, lorsque tu dois poser des questions, parce qu'aujourd'hui, la communication, c'est hyper important, encore plus dans ce monde où on est connecté, on doit poser la bonne question avec les bons mots pour avoir la réponse la plus efficace possible. Hein? On fait la même chose quand on utilise l'intelligence artificielle, par exemple, on doit écrire des prompts. Quand on doit générer des images, on doit écrire la description la plus complète possible pour que l'intelligence artificielle nous génère l'image la plus parfaite qui représente ce que nous imaginons. Hein? Si on veut que l'intelligence artificielle nous génère un texte, on doit lui poser la question en lui donnant la directive la plus précise possible. Donc, ça veut dire qu'en amont, on doit quand même savoir de quoi on parle. Et pour savoir de quoi on parle, il faut avoir écouté, tout simplement. Donc, on a aussi le silence empathique. Et là, c'est écouter attentivement sans interrompre, ni juger. Et l'intérêt, c'est de permettre à la personne qui parle de s'exprimer librement, de se sentir entendue et comprise. Et ça renforce également la qualité des relations. Parfois, maman, tu n'es pas obligée de parler ou de répondre. Parfois, tout ce que tu as à faire, c'est écouter. Que ce soit tes enfants ou ton mari, parfois, tu dois juste les écouter. Il y a également le silence de résistance. Le silence de résistance, ça va être un silence utilisé par exemple pour protester. Ça va par exemple pour ne pas répondre à une provocation ou à un discours hostile. On peut choisir de se taire tout simplement et de pratiquer juste on va dire une réponse pacifique et de ne pas céder à la pression et de ne pas se laisser déranger. Et enfin, il y a le silence stratégique. Et le silence stratégique, ça va être un silence, par exemple, dans le monde des affaires et la diplomatie, lors des négociations, pour créer une pression sur l'autre partie et inciter à la réflexion. On va se taire, on va ne rien dire, on ne va pas donner d'informations, on ne va pas laisser filtrer quoi que ce soit et cela nous permet de gagner un avantage tactique.
Voilà. Donc, chaque type de silence a son intérêt. Et maman, si tu es une maman maestro, tu dois apprendre à jongler avec tout cela. Tu travailles dans ton équipe, alors qu'est-ce que vous en pensez? Tu as peut-être déjà la solution à ton problème, tu as peut-être déjà des idées, mais le fait est que si tu travailles avec une équipe et que tu leur demandes leur avis, peut-être que tu vas avoir des idées encore plus fortes que la tienne, ou peut-être que tu vas trouver une façon de les fédérer plus facilement. Tu as peut-être conscience que forcément ils vont arriver à la même solution que moi, mais parce que tu veux les faire participer, tu veux leur donner ce goût-là de ce pouvoir-là, leur faire sentir le pouvoir de participer à un effort de groupe, tu vas leur demander alors qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de telle ou telle solution? Comment pensez-vous que nous pourrions régler ce problème? Et là, tu donnes une question ouverte et ils vont pouvoir te pondre quelque chose. Et c'est la même chose. Tu peux utiliser ces mêmes techniques avec tes enfants. J'ai été trop longue, mais voilà. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode de Maman vous dit tout. Ciao!